Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast La Pause Sportive. Deuxième épisode aujourd'hui de ce podcast et nous avons un nouvel invité, Ismaël Padavia, euh, qui est aussi mon sensei de Jiu-Jitsu brésilien et de MMA. Donc aujourd'hui on va parler préparation mentale évidemment, de sport de combat, JBB et MMA. Merci Ismaël d'être présent aujourd'hui. Avec plaisir, hein. C'est un plaisir d'être là. Comment vas-tu? Comment Mais ça ça va? va très bien, on sort de l'entraînement, donc ça ne peut aller mieux. Dès qu'on s'entraîne, ça va. Parfait. Alors, je vais faire une petite présentation pour les auditeurs et les auditrices qui vont nous écouter. Donc, et tu me corriges, Isma, s'il y a des choses à changer. Ça Donc, roule. Ismaël Padavia, donc pratiquant de karaté à la base. À la base, oui. Ensuite, de jiu-jitsu brésilien et de MMA. Mm. Donc, tu as débuté ta carrière professionnelle en 2008 Oui. en MMA, dans la catégorie featherweight, c'est bien ça. J'ai commencé en lightweight. Lightweight. Ouais. Et après, je suis allé en featherweight, juste parce que j'ai une opportunité. Et puis, vu que j'ai jamais fait de régime, je me suis dit, pourquoi pas rester là, quoi. Ok. 8 victoires sur 13 combats en professionnel, c'est bien ça? Ouais, 8 victoires, 5 défaites. Ça fait bien 13. C'est ça. C'est ça. Donc, tu as remporté la ceinture européenne du Pride and Glory, Exact. du KOC, si je ne me trompe Centre de pas. KOC. Et après, plutôt en grappling Naga. Alors en grappling, j'ai remporté Ouais, pas que le Naga. Le ouais. Naga, c'était une belle compète parce qu'il Mm, y avait une belle opposition. Parce que le Naga, c'est une compète où il peut y avoir soit des personnes, soit mm. des très gros combattants. Donc là, je suis content de l'année où j'ai gagné, il y avait du monde. Et après, en Jiu-Jitsu, là où j'ai le plus performé, c'est en kimono. Mm. Parce que j'ai gagné le championnat d'Europe à Lisbonne, en marron. J'ai gagné les Panames en noir. J'ai gagné le championnat d'Europe Nogi en noir aussi, Master 1. Paname en Master 1, je crois aussi. Et championnat d'Espagne en Master 1 aussi. Mm. Et voilà, je crois que c'est tout. Et il y a 2 ans, vice-champion d'Europe Ah oui, pardon, en ça j'avais ceinture oublié noire. ces deux-là. Oui, vice-champion d'Europe aussi, Master 3. D'accord. Donc en novembre 2012, tu as obtenu ta ceinture noire de jiu-jitsu brésilien sous Fabrice Verdum. Exactement. Parfait. Et maintenant, depuis une dizaine d'années, tu te consacres à l'enseignement. Alors, depuis plus même. En fait, je me consacre à l'enseignement depuis pas mal de temps. Mm, Euh, alors, pour résumer vite fait, comment je suis arrivé à l'enseignement, je faisais du karaté. mm, Et en karaté, quand j'ai eu ma ceinture noire, mon professeur, il m'a fait passer mon diplôme fédéral. mm, Et après le diplôme fédéral, il m'a fait passer mon diplôme d'État. mm. À l'époque, je disais, moi, j'en aurais pas besoin, je suis là pour m'entraîner. Ça me dit, t'inquiète pas, ça peut toujours servir. Voilà, un diplôme en plus. Et du coup, une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai fait du grappling, du jiu-jitsu, etc. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de donner des cours de MMA à partir de 2009 ou 10, je crois. Mm. 2008 peut-être même, je sais pas, entre 2008 et 2010, je sais plus. Et en fait, j'ai donné des cours de MMA à la base pour m'entraîner. Donc c'est D'accord. la seule façon que j'avais pour m'entraîner en MMA. Donc je commençais à donner des cours comme ça, et après de fil en aiguille, j'ai pas arrêté. Puis plus ça a été, enfin moi j'adore l'enseignement, Mm. donc plus j'y ai pris goût, et puis à la limite c'est devenu plus important pour moi que pas que la compétition, parce que j'aime bien me tester, Mm. mais j'adore transmettre. Donc voilà, j'ai jamais arrêté depuis. Ok, super. Bon, de toute façon, on reviendra dessus juste après. Donc, si tu le veux bien, on va partir sur plusieurs parties pour cet épisode. Donc, Je te suis. on va parler du coup de ta carrière, de tes débuts dans le sport, ta carrière sportive. Et après, on parlera sur l'enseignement, si tu le veux bien. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu, enfin, nous dire, du coup, à moi, aux auditeurs et auditrices, qu'est-ce qui t'a attiré, comment t'es arrivé dans le monde des arts martiaux? Alors, comme beaucoup de jeunes des années 90, moi je suis né en 1981, donc j'étais adolescent dans les années 90. Et comme beaucoup, les films, hein. Les films, moi, ma génération, c'était beaucoup Van Damme. Mm, Donc, j'ai commencé. Alors, comment j'ai découvert ça? Parce qu'à la base, j'étais pas du tout sportif. Dans ma famille, ils sont plus dans l'équitation, etc. mm, Donc, c'est rien à voir. Et moi, j'étais pas trop attiré par tout ça. Et en fait, on avait un rituel avec mon père, c'est que régulièrement, on allait prendre à l'époque, il y avait des vidéoclubs qui n'existent plus maintenant. Et à la campagne en plus. Et donc, on allait louer des cassettes vidéo. Et c'est là que j'ai découvert les films de Van Damme. Et en fait, je me dis, ah, il est trop fort ce mec, je voulais faire comme lui, etc., mm. grand écart et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé le karaté, en voulant faire comme Jean-Claude Van Damme. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui fait que je me suis très très tôt intéressé à tout ce qui est Jiu-Jitsu et MMA, à l'époque Free Fight, combat libre, tout ça, c'est que dans ce même vidéoclub,
il y avait une cassette. Alors ça, j'ai eu une chance. C'est le hasard, hein, le destin, on va dire. En 1994 ou 95, il y avait une cassette de l'UFC numéro 2 qui est sortie en France, doublée en français. Et en fait, je l'ai loué cette cassette, en pensant que c'était un film d'arts martiaux. D'accord. Et en fait, quand on a mis la cassette et on a regardé ça à la maison, mais d'un côté, on était subjugué dans le sens, qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est hyper violent, pas de règles. Hmm. Et d'un autre côté, ça a commencé à travailler dans ma tête. Et en fait, ça s'est jamais arrêté. Et c'est ce jour-là que j'ai vu Royce Gracie pour la première fois. D'accord. Et voilà, ça a fait un déclic. Et en fait, depuis ce moment-là, en fait, malgré que je faisais du karaté à côté, etc., j'étais avec mon petit frère, je commençais à m'entraîner au sol, je regardais les combats, parce que la cassette, forcément, je l'avais repiquée sur une autre cassette que j'ai enregistrée. Et je regardais les combats, je regardais les combats, je regardais les combats. Et en fait, à l'époque, tu avais quoi, 3 combats. Hmm. Et j'ai fait ma base avec ça. Et depuis, ça m'a tourné la tête, ça s'est jamais arrêté. D'accord. Ok, donc c'est à partir du moment où tu as loué cette cassette UFC 2 Ouais, alors Van Damme pour, on va dire, Van Damme pour tout pour ce qui est arts karaté. martiaux en général. Ouais. Et UFC 2 pour le côté jiu-jitsu, voilà, je m'étais identifié à Royce Gracie, moi je voulais faire comme lui. Hmm. Et le combat au sol, etc., quoi. D'accord. Et tu as pu trouver une salle, du coup, dans les environs? Alors, pour le karaté, oui. Le karaté, vu qu'au début, j'étais pas du tout sportif et que j'habitais à la campagne, il y avait pas grand-chose autour. Donc, mon père m'avait trouvé un club à Léognan, je crois. Hmm. C'était quand même à 60 km de chez moi. Donc, je suis pas allé. Hmm. Et hasard total, une cliente à lui, lui a trouvé, elle lui dit, ah, il y a un club de karaté je crois que c'est à 15 km. Mais 15 km dans les Landes, c'est rien, hein, c'est la porte à côté. Donc, je suis allé faire un essai dans ce club. Et là, j'ai rencontré mon sensei, comme tu disais tout à l'heure, moi, mon sensei de karaté, Hmm. celui qui m'a pris, qui m'a forgé, en fait. Et, euh, et j'ai super accroché parce que déjà, la mentalité, l'état d'esprit, c'était, c'est très carré, très art martial, très Hmm. carré, très beaucoup de valeurs, etc. Le bonhomme en lui-même avait beaucoup de valeurs. Il m'enseignait beaucoup de choses hors, hors karaté, on va dire. Et en plus, dans la séance, on est arrivé, on a fait tout. On a fait un peu de self-défense, on a fait un peu de kata, on a fait un peu de travail dans le vide, un peu de combat. Hmm. Et je suis sorti de là, j'avais des étoiles dans les yeux. Et c'est pareil, depuis ce jour-là, donc c'était une rentrée en septembre, je pense que ça doit être 95 ou 96, je sais plus. Et j'ai jamais pu arrêter, hein. Je pense que depuis, à part les fois où j'étais blessé à l'hôpital, mais sinon, je crois que je me suis jamais arrêté de m'entraîner plus de une semaine ou 3, 4 jours, quoi. D'accord. Ouais, donc ça t'arrête jamais. Non, c'est devenu vraiment, en fait, si mon père était là, il te le dirait, c'est devenu une passion. En fait, c'est Ouais, devenu un mode de vie. un mode de vie, vraiment une drogue presque, hein. C'est D'accord. impossible de m'en passer. D'accord. Alors pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai que tu m'as dit que à la base, tu as vécu dans les Landes, c'est ça? J'ai vécu un peu partout. J'ai vécu à la base vers en Gironde, enfin vers Ouais. Langon. Après, mes parents ont divorcé, donc je suis Hmm. parti à Pessac avec ma mère. Hmm. Après, je suis parti avec mon père. Lui, il était plus vers Bazas. Hmm. Ensuite, lui, il a bougé vers Salles. Et je suis revenu avec lui après. Et on a fini dans les Landes à partir de mes 13 ans, je crois. D'accord. Bah, mais toujours dans la région Nouvelle-Aquitaine. Ouais, toujours, par contre, toujours dans le coin. Bon, parce que du coup, à l'académie que tu as, donc ISMA MMA, ISMMA plutôt. ISMMA. Ouais, Ouais. ISMMA, c'est plutôt du coup dans le 33, Saint-Médard-en-Jalles, proche de Bordeaux. Oui, C'est pas ouais, très ouais. très loin, à peu près une dizaine de kilomètres à peu près. Oui, on va dire banlieue bordelaise, quoi. Voilà, banlieue bordelaise. Est-ce que du coup, Isma, donc tu as parlé de ton sensei qui t'a forgé au karaté et tu parlais de Royce Gracie. Est-ce qu'il y a un combattant ou un mentor, toi, qui t'a particulièrement inspiré dans ton parcours, que tu as commencé les arts martiaux? Alors, dans mon parcours, on va dire un modèle. Hmm. Il y a Royce Gracie forcément parce que c'était enfin pas que moi je pense, mais c'est la révélation. Rickson Gracie, après c'est pareil, tous les Gracie de l'époque, Hmm. c'était parce que moi j'ai vécu la période de la légende des Gracie, même si maintenant ils ont beaucoup perdu parce que le sport a évolué, Hmm. le jiu-jitsu brésilien en MMA ça ne suffit plus, etc. Après en défense personnelle, pour moi ça reste la meilleure chose. Mais moi j'ai vécu l'âge d'or en fait du jiu-jitsu. Pas les années 80 qui c'est vraiment l'âge où ils ont forgé le truc, etc. Mais l'âge où ils sont arrivés et en fait moi j'ai vécu le moment où le jiu-jitsu c'était l'art martial ultime. Hmm. Donc du coup je me suis beaucoup, j'ai pris en modèle beaucoup toute cette famille Gracie. Du côté après le côté martial, le reste je connaissais pas trop à l'époque. Après d'un point de vue personnel, on va dire à part mon père qui est mon mentor premier, et sinon j'ai eu 3 personnes qui ont été importantes dans ma vie sportive. Mon prof de karaté Michel qui lui m'a forgé, en fait, il m'a donné le goût du travail, la mentalité art martial, le respect, euh,
l'envie, puis il a aussi été toujours très ouvert. Il m'a jamais dit non, tu fais que du karaté, ne fais pas de combat au sol, ne fais pas ça. Il m'a toujours dit fais ce que tu veux, juste ne perds pas ta voix. Donc ça, c'est un truc qui était super important pour moi et ça m'a permis de m'ouvrir tout en restant focus sur des objectifs et sur une façon de travailler. Puis après, il m'a forgé aussi en tant qu'homme, on va dire, à l'adolescence, en fait, on est vachement influençable. Et il a été un bon repère, quoi. Ensuite, il y a eu mon prof de grappling, donc Johan. C'était, pour ceux les anciens, c'est le mec qui avait le site Ikusa à l'époque, avant Internet, avant YouTube, etc. C'était le seul site de c'était le site de la communauté de Jiu-Jitsu, MMA, grappling, etc. Donc c'était le seul qui existait à l'époque. Et lui, c'est lui qui m'a formé en combat au sol. Donc lui, tout mon jeu de combat au sol, tout mon jeu à l'époque, lui il faisait beaucoup de grappling, c'est pas de kimono, très peu, mais tout mon jeu de combat au sol, c'est lui qui a toutes les bases et toutes mes premières compétitions, etc. C'est lui qui m'a forgé. Donc ma formation en combat au sol, elle vient de lui. Ma formation en combat debout, entre guillemets, vient de mon prof de karaté, même si après j'ai fait de la boxe, de l'anglaise, du pied-point, j'ai appris avec d'autres gens, etc. J'ai appris plein de choses avec d'autres gens. Mais il y a un socle. Et après, le troisième, c'est José, l'ancien prof de Verdum, avec qui j'étais à Verdum à l'époque, avant que ça ferme, qui lui m'a permis, pas forcément de progresser techniquement. Pareil, il m'a donné des petits tips, des trucs comme ça, mais techniquement, j'étais déjà formé. Par contre, lui, il m'a fait prendre conscience, entre guillemets, de mon niveau. Et c'est le premier qui m'a emmené au championnat d'Europe. C'est le premier qui m'a emmené m'entraîner aux États-Unis, à Los Angeles, à Kings MMA. Donc lui, en fait, il m'a fait prendre conscience que j'étais pas mauvais et que j'avais les capacités de faire des choses. Voilà. Donc c'est vraiment les trois personnes qui ont formé et qui ont été importantes dans ma vie martiale. Après, j'ai plein d'autres personnes qui m'ont apporté, plus ou moins, sur la technique, sur le mental, sur les voyages, etc. Mais vraiment, les trois, c'est cela. D'accord. Ok, donc trois mentors au fil des années. Ouais, je sais pas si on peut dire mentor, mais trois personnes qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont beaucoup, qui t'ont permis d'avancer. Ok. Et du coup, dans ce côté aussi compétition, pour toi, quels ont été les plus grands accomplissements? Ou un, ou deux, ou trois, peu importe. C'est compliqué ça, parce que moi j'ai une particularité, j'ai fait beaucoup de compétitions, j'ai été professionnel pendant 10 ans, j'ai combattu en karaté, j'ai pas été très très bon en karaté traditionnel, j'ai combattu en karaté contact où j'étais bon, j'ai combattu en karaté jiu-jitsu, j'ai combattu en judo, à petit niveau départemental. Après, j'ai combattu en jiu-jitsu à haut niveau, j'ai combattu en grappling à haut niveau, j'ai combattu en MMA en professionnel, j'ai combattu en sambo au niveau national. Donc j'ai fait beaucoup de compétitions, mais j'ai jamais eu l'envie d'être champion de ceci ou champion de cela. Moi, à chaque fois que j'ai fait une compétition, c'était pour je m'entraîne et pour voir si mon entraînement et mon enseignement étaient valables, étaient réels et efficaces. Et voilà, que je ne sois pas dans des illusions, que je me berce pas de m'imaginer ceci ou cela, puis au final que ce soit. Donc voilà, moi j'ai toujours combattu pour ça, donc c'était plus un test personnel. Il y a une phrase de Elio Gressi que j'aime beaucoup qui dit je ne suis pas un combattant, je suis un professeur qui combat pour prouver que ce qu'il fait ça marche en fait. D'accord. Pour prouver ce en quoi il croit. Ouais, je crois que c'est ça la phrase. Et en fait moi c'est exactement ça. Moi l'entraînement, le combat, etc. c'est vraiment personnel. C'est un truc pour moi, comme je t'ai dit, au bout d'un moment, j'ai vrillé et c'est devenu un mode de vie. Mais par contre, j'avais besoin, et j'ai toujours besoin, parce que maintenant à 44 ans, je vais toujours faire des compétitions, en toute humilité, parce que je suis pas le meilleur du monde, je suis pas le plus mauvais non plus, mais bon, maintenant, le temps a passé et à 44 ans, on combat plus pour être le meilleur du monde, on combat pour voir si, et en fait, tu vois, toujours pareil, pour voir si je suis dans la bonne direction. Et voilà, je trouve que ça entretient la flamme aussi. Donc, au niveau, pour revenir à ta question, au niveau du plus grand accomplissement, je peux pas te dire. Je sais que si le gagner les Panames, c'était bien quand même, parce que c'était une grosse compétition. Là, au Naga, quand j'ai gagné le Naga, j'ai battu un mec qui était très fort. À l'époque, je crois qu'il était sur vraiment une période où il gagnait tout. Donc ça m'a fait, ça c'était bien. En MMA, je sais pas. Il y a plein de combats en Norvège, il y a un combat qui était bien aussi. En fait, moi, ce que j'aime bien dans les combats, c'est quand je sors du combat et j'ai réussi à appliquer ce que je fais, en fait, tu vois. Alors, soit j'arrive à appliquer une technique que j'ai bossée, ça c'est top pour moi. Par exemple, une prise de dos que je fais, par exemple, ou une clé qui s'appelle la Barato Plata, que je fais beaucoup, etc. Quand j'arrive à la faire en compétition, je suis content, tu vois. Après, je pourrais pas dire, franchement, là, sur le moment, il n'y a pas un truc qui me vient
où vraiment j'ai eu un débordement d'émotions, etc. J'ai pas trop. Ok. Bon, ben, tout est la même valeur. Ok. Euh, donc, t'as obtenu, on s'est dit tout à l'heure, ta ceinture noire de JJB en 2012. 2012, ouais, novembre Après 2012, oui. après sous Verdum. T'as aussi ceinture noire de karaté, c'est Ouais, ça? pas taekwondo. Pas taekwondo, ouais. Ok. Je suis, ouais, ceinture noire de Ouais. karaté, ceinture noire de jiu-jitsu, Ouais. ceinture marron de judo jiu-jitsu D'accord. et ceinture marron de sambo parce que sambo j'ai combattu en sambo 2 fois, enfin Hmm. on va dire une fois parce que la première fois j'ai pas eu d'adversaire Hmm. et je trouve que par correction en fait j'ai voulu parce que j'ai gagné du coup un titre national Hmm. et par correction j'ai voulu me lancer un peu dans le sambo, passer des grades, etc. Hmm. Pour représenter un peu, même si je suis pas sambo, etc. Mais j'ai voulu m'intéresser un peu aux particularités techniques, voilà, à l'identité du sambo. Hmm. Et du coup, j'ai passé ma ceinture marron. D'accord. J'ai jamais passé la noire. Bon, du coup, t'es gradé en troisième degré au JJB, ceinture noire. Oui. La particularité au JJB, c'est qu'on est ceinture noire, il n'y a pas de degré, et ensuite on a des degrés. C'est bien ça? Ouais, en jiu-jitsu brésilien, tu vas être ceinture noire. Ouais. Ensuite, au bout d'un an, tu vas avoir des premières barrettes, mais qui sont des barrettes, ce qu'on appelle le professeur. Ouais. Et ensuite, tu vas avoir tes barrettes, tes dan, en fait. Ok. Tes dan, voilà. Et après, alors en jiu-jitsu aussi, il n'y a pas d'examen pour les dan. Hmm. Il faut t'entraîner. Donc, faut que c'est ta licence qui prouve que tu t'entraînes. Après, il faut être honnête, quoi. Hmm. Et après, c'est 3 ans, 3 ans, 3 ans, 4 ans, non, 5 ans après. Et puis après, c'est Hmm. avec le temps. En fait, ça avec le temps, c'est l'ancienneté, quoi, qui va te donner tes dan. Ok. Donc actuellement, t'es ceinture noire, troisième degré dans troisième dan de Oui, JJB. exactement. Euh, on sait que pour avoir une ceinture noire de JJB, c'est une étape assez longue. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi le jour où on t'a Alors ça, par contre, je peux donné te ça? dire. Alors, et déjà, normalement, ouais, une ceinture de jiu-jitsu brésilien, c'est long. Alors, il y a des cas spéciaux. Il y en a Hmm. qui l'ont eu en 4 ans, il y en a qui l'ont eu en 5 ans. Moi, je l'ai eu en 8 ans, je crois. Mais je m'étais beaucoup entraîné avant, donc j'avais une base déjà Hmm. et puis après, j'étais à fond. Donc, voilà. Mais globalement, il faut compter entre 8 et 10 ans pour avoir une ceinture noire de jiu-jitsu. Hmm. Il fallait, parce que ça, c'est pareil, c'est un truc dont on pourra peut-être parler, mais le jiu-jitsu a évolué. L'aspect sportif a pris le pas sur tout ce qui est martial Hmm. et j'allais dire bagarre et self-défense, etc. Donc, il y en a peut-être maintenant, le temps a un peu diminué. Après, pour revenir à moi, ce qui est sûr, c'est que le jour où j'ai eu ma ceinture noire, non, ma ceinture bleue de jiu-jitsu brésilien, parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, il n'y avait pas de jiu-jitsu brésilien. Quand moi j'ai commencé à m'entraîner avec mon frère, etc., il y avait pas. Il y avait Hmm. à Paris un petit peu, mais c'est tout. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer donc mon prof Johan, là, qui est prof de grappling. Et, euh, et donc, le jour où j'ai eu ma ceinture bleue de jiu-jitsu brésilien, c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé avoir un jour. À l'époque, Hmm. jamais dans ma tête, ça aurait été possible d'avoir une ceinture bleue de jiu-jitsu brésilien. Alors, noir, je t'en parle même pas. Et le jour où j'ai eu ma ceinture bleue de jiu-jitsu brésilien, j'ai été plus content que le jour où j'ai eu ma ceinture noire de karaté. Plus fier. D'accord. Alors, c'est pas un manque de respect pour ma ceinture noire de karaté, parce que j'étais très fier de l'avoir et du travail fait, etc. Mais c'était une suite logique en karaté. Le karaté, c'était déjà établi, c'était une suite logique. On Hmm. passe tes grades, après ton prof, il te prépare pour la ceinture, tu vas te passer, etc. Je savais que j'allais l'avoir à un moment donné. Alors que la ceinture de Jiu-Jitsu, quand j'ai eu jamais j'aurais pensé à cette ceinture bleue. Et donc, le fait qu'on me donne la ceinture bleue, c'était un accomplissement en soi. Et après, la ceinture noire, j'étais très, très, très fier aussi, très content. Euh, un peu moins touché que la bleue, bizarrement. Mais non, non, c'était un vrai accomplissement. La ceinture Hmm. noire de Jiu-Jitsu, c'est vraiment un truc, tu te dis, ça y est, ouais, j'ai gelé, quoi. Ouais. Même si c'est rien au final, hein, c'est juste une Hmm. ceinture et puis mais ça fait, ça récompense, je sais pas quoi, ça valide un parcours quand même. Normalement, ça doit valider un sacré parcours, quoi. Hmm. Ok. C'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, pour avoir une ceinture noire de JV, normalement, pour avoir un niveau correct, ça met du temps, quoi. C'est Ouais, pas ça met du temps, ça met du temps évident, comme tu l'as dit. et j'espère que ça restera quand même comme ça. Parce qu'une ceinture noire de karaté, par exemple, Hmm. ça n'a pas la même valeur dans le sens où une ceinture noire de karaté, c'est une progression. Hmm. Mais il y a, à l'époque, une ceinture noire de karaté dans les années 70 peut-être, ou 60, 70, peut-être 80, ça validait, on va dire, ça sanctionnait un niveau. Hmm. Maintenant, ça sanctionne une connaissance technique, rien de plus. Une ceinture noire de karaté, c'est très bien, Hmm. mais c'est une étape parmi d'autres. C'est pas du tout une fin en soi. En jiu-jitsu non plus, mais c'est vraiment, le ceinture noire de jiu-jitsu, c'est vraiment un cap. C'est Ok. vraiment un cap, alors qu'en karaté, beaucoup moins.
Parfait. Ben, merci du coup pour avoir répondu à la première partie. On va passer du coup à la transition vers l'enseignement, si tu le veux bien. Oui, Donc tout à l'heure, tu nous as dit que tu as passé le brevet fédéral pour devenir prof de karaté à ouais. la base. Euh, et qu'est-ce qui t'a poussé ensuite après vraiment à donner des cours de JJB? Parce que tu m'as dit que MMA c'est pour garder l'entraînement et pour Ouais, alors avoir à des la base, compétitions. ouais. Alors au début, j'ai passé mon diplôme de karaté et mon prof, je comprenais pas trop à l'époque, mais il me disait, je comprends après, il me disait, ouais, est-ce que tu peux me remplacer en karaté à l'époque, hein. Hmm. Est-ce que tu peux me remplacer aujourd'hui? Je pourrais pas être là à l'heure, etc. En fait, il pouvait très bien, mais en fait, doucement, il me formait en fait. Il me Hmm. donnait des petits trucs, des petits, un cours par-ci, un cours par-là, et puis quand des fois il me disait, tu m'aides à faire les choses. En fait, il m'apprenait un peu doucement. Et donc, j'ai commencé à enseigner comme ça. Même si au début, j'étais pas du tout à l'aise. Et mais j'ai appris du coup à avoir en plus c'est beaucoup les enfants, donc j'ai appris à gérer un petit peu ce public-là, etc. Et puis après j'ai commencé à enseigner le MMA, si je dis pas de bêtises, parce que c'était le fait de donner des cours, ça me permettait d'avoir un créneau d'entraînement MMA, Hmm. parce que ça courait pas les rues à l'époque. Un créneau et puis deux et puis etc. Et puis après de fil en aiguille, j'ai enseigné le jiu-jitsu pareil, parce qu'après quand il y a eu les cours à Verdun, ben, je donnais des cours de jiu-jitsu aussi parce que je faisais ça toute la semaine. J'ai donné des cours de boxe aussi après, boxe Hmm. pied-point. Pareil, en boxe pied-point, je sais boxer, mais je suis pas un champion du monde de boxe, rien du tout, tu vois. Mais donc du coup, j'ai donné des cours de boxe pendant pas mal d'années, mais en restant à mon niveau, tu vois. Autant en jiu-jitsu ou en MMA, tu peux me faire enseigner à n'importe qui, il y a pas de problème. Hmm. Autant en boxe, si tu veux devenir champion, je vais peut-être t'aiguiller vers quelqu'un d'autre, tu vois. Hmm. Donc voilà. Après, moi, j'ai beaucoup pris, comment, ça se dit pas ça. J'ai énormément pris goût à l'enseignement, mais en sachant je voulais pas passer pour quelqu'un que je n'étais pas, tu vois. Hmm. Donc en gardant les pieds sur terre, voilà. Mais moi, l'enseignement, c'est vraiment un truc que j'ai découvert et que j'adore, en fait, parce que tu prends quelqu'un et tu le formes. Tu vois l'évolution, tu vois le changement que ça fait aussi en dehors du sport. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup, beaucoup plu dans l'enseignement des arts martiaux. C'est que c'est un outil pour aider les gens dans plein de la confiance en eux. Il y en a qui vont être trop confiants, il y en a qui vont être pas Hmm. assez confiants, il y en a qui vont pas se gérer, il y en a qui, il y a plein de choses. Mais voilà, c'est donc l'enseignement de fil en aiguille. En fait, j'ai jamais calculé. C'est venu de fil en aiguille et puis c'est devenu une passion en fait. Ok. Et aujourd'hui, par rapport à cet enseignement, est-ce que tu as un objectif principal aujourd'hui, peut-être qu'il a changé au fil des années, mais aujourd'hui, tu as quelque chose, tu te dis, voilà. J'ai pas un objectif principal. Moi, mon objectif premier, c'est que mes élèves soient contents de venir s'entraîner avec moi. Hmm. Ça, c'est la première chose parce que je veux que les élèves, quand ils sortent du travail ou ils viennent s'entraîner le soir ou les étudiants, ils sortent de l'école, etc., qu'ils se disent, ah super, je vais aller à la salle et voilà, on va passer un bon moment, on va avoir des copains, on va passer un bon moment, on va rigoler, on va travailler, je vais bien transpirer. Mais tu vois, du coup, tous les problèmes extérieurs et tout, ils rentrent pas dans la salle. Et en fait, ça apporte une dynamique positive. Et à partir de là, suivant le public que tu vas avoir des enfants, donc eux, tu vas leur apprendre comment se comporter, la latéralisation, l'équilibre, la vie en société, ben, tout ça. Hmm. Tu vas avoir des ados tu vas les calmer un petit peu au niveau de l'ego, tu vas les pousser un peu, ceux qui manquent un peu justement de confiance en eux, tu vas les pousser, tu vas leur apprendre la technique. Là, tu vas déjà commencer à rentrer vraiment dans un travail technique. Après, tu vas avoir les adultes, et dans les adultes, tu vas avoir les loisirs. Hmm. Tu vas voir les mecs hyper assidus mais qui feront jamais de compétition. Tu vas voir les compétiteurs, tu vas voir les professionnels. Tu vois, et en fait, tu as tout ça. Il faut contenter tout le monde. Hmm. Et du coup, moi, je pense que pour contenter tout le monde, soit tu te mets dans un créneau et tu n'en bouges pas, mais soit pour contenter tout le monde, en fait, il faut que tu sois, en fait, tu donnes à tout le monde et chacun va y prendre ce dont il a besoin. Ça ne veut pas dire que tu vas négliger l'un ou l'autre, parce que moi, c'est le Hmm. plus important pour moi. Il est hors de question, par exemple, que je néglige quelqu'un qui a 45 ans et qui s'entraîne pour son loisir, parce que en face, j'ai un combattant pro qui va, lui, m'apporter de la lumière. Et non, ça, c'est. D'accord. Par contre, le combattant pro, je vais lui demander à lui de s'investir plus. Et moi, je vais devoir m'investir différemment. C'est-à-dire que le loisir, il va avoir ses cours, ou dans le cours, je serai là pour lui. Et le combattant pro, si j'ai besoin d'aller le voir sur d'autres créneaux, sur des trucs spécifiques, etc., ça, c'est mon boulot. C'est à moi de me mettre à sa disposition pour qu'il puisse atteindre ses objectifs, tu vois. Hmm. Chacun va avoir ses objectifs et moi, mon truc, c'est de me mettre à disposition de chacun pour qu'il ait ses objectifs ou qu'il ait ce qu'il est venu chercher, tu vois. D'accord. Mais j'ai pas d'objectif dans le sens où je veux faire un champion du monde,
ou je veux 10 millions d'élèves, ou je veux ceci, cela, toi. Je pense que ça marche bien parce que je pense que les élèves sont contents. Je pense que techniquement, ils sont compétents. Après, il y a des mecs qui seront champions, des mecs qui seront jamais champions, ça c'est autre chose, hein. Mais techniquement, je pense que c'est ce que je leur donne, c'est correct, c'est réaliste, c'est pas du vent, on va dire. Et après, j'ai formé des professionnels, j'ai formé des champions du monde. Mm. Anthony, ça a été champion du monde. Il y a Mohamed qui a été vice-champion du monde. Il y a Thomas qui est combattant professionnel de MMA. Voilà, donc je suis pas non plus ni complexé ni ceci, non, mais c'est pas ce que je recherche. Je recherche pas de la performance, je recherche, voilà, ça vient ou ça vient pas, mais ça vient des élèves, pas de moi. Ok, parfait. Bah, c'est super. Donc, du coup, ouais, tu te concentres sur tout le monde, que ce soit compétiteur, loisir. Ouais, moi je me concentre sur Mm. l'enseignement et j'essaye d'apporter, en fait, voilà, si on doit résumer, parce que je parle beaucoup, hein, j'essaye d'apporter à chacun ce dont il a besoin, ce dont il a envie. D'accord. On va partir un peu sur le côté compétition d'ailleurs. Quel conseil tu donnerais à un débutant qui voudrait faire du MMA en compétition ou du jiu-jitsu brésilien en compétition? Comme c'est différent un peu, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Euh, alors ça va être différent au niveau peut-être de l'implication, Mm, dans le sens où le MMA, c'est un sport qui fait mal. mm, Le Jiu-Jitsu, c'est très technique, mais tu peux perdre 800 millions de combats de Jiu-Jitsu et c'est pas grave. mm. Alors qu'un MMA, tu peux perdre un match et avoir mal, être blessé, etc. Donc à ce niveau-là, il faut faire attention, c'est une différence quand même. Mais sinon, pour un débutant, le plus important pour moi, ça va être l'assiduité. Le focus, quand j'ai le focus, c'est s'entraîner. Tu sais pourquoi tu es là. Tu t'entraînes, donc c'est-à-dire quand tu t'entraînes, tu t'entraînes. Par exemple, un loisir, il va faire 10 répétitions, tu vas faire 50. Mm. Tu vois, tu vas vraiment t'impliquer, l'implication. L'assiduité, l'implication, pas trop se prendre la tête aussi, parce qu'il y en a beaucoup, ils veulent aller trop vite. Ils débutent, le MMA c'est long, par exemple, si je prends le MMA. En Jiu-Jitsu, tu peux combattre avec des ceintures blancs, etc. En MMA, même si les match-ups doivent être équilibrés, mais si tu fais ce qu'on appelle par exemple la MMA League, c'est des compétitions actuelles là, c'est des tournois, tu peux tomber sur des mecs moyens comme des mecs très forts. Mm. Très très forts même, hein, même en amateur. Et du coup, ne pas se précipiter. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des jeunes qui sont venus. Ah, je peux combattre? J'ai non. Parce que moi, j'ai pas envie de prendre le risque en fait. Je préfère que quelqu'un il prenne du temps, il se forme, il ait la capacité technique, physique et mentale d'affronter un combat. Après, il y va. Mais si ça, il y en a, ça va prendre 6 mois, il y en a, ça prendra un an, il y en a, ça prendra 2 ans. Mais je pense qu'il faut pas être pressé. Et c'est arrivé que des gens partent de mon club parce que j'ai dit non, tu combats pas. Parce que j'ai envie, non, tu combats pas. Mm. Parce que, et d'ailleurs, en général, l'avenir, enfin la suite m'a donné raison. Si c'est pour faire des combats moches, dégueulasses, t'en prendre plein la gueule, finir à 25 ans avec Mm. la tête éclatée, des séquelles, enfin, ça reste quand même un sport de combat, quoi. Mm. Donc voilà, il faut prendre le temps et aller quand on est prêt et quand on est prêt, quand je dis techniquement, physiquement, mentalement et voilà. Pas forcément pour gagner, hein, parce que tous mes élèves ne gagnent pas. Il y en a même actuellement, il y en a beaucoup qui perdent en amateur parce Mm. que c'est leur première compétition. Mais par contre, ils sont capables de combattre et de s'exprimer. Donc après, on gagne, on perd, parce que si le mec est meilleur, il gagne, il n'y a pas assez de sport, hein. Mais par contre, tu sors de là, tu as proposé quelque chose, tu t'es pas blessé, Mm. et tu t'es pas fait rouler dessus. Tu vois, tu as quand même proposé quelque chose, tu as eu, comment on appelle ça, t'as eu de la technique, tu as eu voilà, il y a eu une opposition. Ça, c'est important. Après, moi, ce que je remarque souvent chez mes élèves, c'est qu'au début, ils veulent y aller, je les envoie pas. Après, je les envoie, mais plus en prise d'expérience. Ok. Et après, là, oui, après, comment dire ça? L'étape d'après, souvent, c'est là qu'ils sont bons parce qu'ils ont accumulé l'expérience et puis ils prennent de la maturité, en fait. Voilà. Ils ont vraiment pas mal de maturité quand ils arrivent à un niveau un peu plus sérieux, quoi. Je vais D'accord. pas en gros, je vais pas leur mettre la pression sur un début de carrière amateur. Ils sont là vraiment pour prendre l'expérience, tu vois. Prendre l'expérience, se sentir bien, appréhender tout ce qui est public, cage, etc. Mm. Et en jiu-jitsu, c'est pareil, mais toi, tu es bien placé pour le dire, il y a pas de pression, en fait. Moi, ce que je veux pas, par exemple, un élève, c'est qu'il aille combattre et il soit tétanisé par le stress, ou alors au contraire, à l'inverse, il soit hyper nerveux, il se contrôle Mm. pas, etc. Moi, je veux qu'un élève soit capable d'apprendre une compétition, de prendre du plaisir dans la compétition et de proposer techniquement quelque chose. Après, la compétition, c'est ça. On gagne, on perd. Si l'adversaire il est meilleur, Mm. il gagne, il n'y a aucun souci. Et moi, je vais jamais dire à un élève, t'as perdu, t'es nul.
Si tu as proposé un truc, l'adversaire, il a été meilleur, et c'est la vie, ça arrive, tu vois. Après, le but, c'est quoi? C'est que toi, tu te sois amusé déjà, et que après tu tires les conclusions de la défaite ou de la victoire, hein, c'est pareil, sur la victoire aussi. La victoire, c'est toujours bien, mais on a plein de choses à apprendre aussi. Et que ça te serve de leçon. Voilà, c'est plus ça. D'accord. Après, en professionnel, c'est différent. Professionnel, il y a un autre enjeu, c'est autre chose. Bon, on en a parlé, tu l'as dit, hein, le MMA c'est un sport qui est exigeant physiquement, mentalement, et par rapport à tout ce qui est attendu, amateur ou professionnel. Le JJB pareil. Toi, donc durant ta carrière et même parce que tu combats toujours en JJB, comment tu gérais l'aspect mental avant de combattre ou juste avant de monter dans la cage, sur le tatami Alors, ça, c'est une bonne question, me concernant particulièrement parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai jamais combattu pour faire une carrière. J'ai toujours combattu pour me tester. Donc en fait, ça m'arrivait qu'on m'appelle, tu veux combattre un tel, etc. Non, j'ai pas envie, là je donne des cours, je suis pas du tout dans l'état d'esprit, etc. Et on me rappelle, et puis là cette fois-ci, j'y vais. Alors moi j'ai toujours voulu, enfin j'ai toujours pas voulu, pas toujours, mais j'ai toujours préféré combattre des adversaires forts, quitte à perdre, surtout à l'époque, parce qu'à l'époque c'était pas développé comme maintenant, donc on allait, en fait on allait au casse-pipe, Mm. c'était interdit chez nous, donc quand on partait combattre à l'étranger, on allait pour perdre, on allait pour faire briller la star locale. Mais j'ai toujours préféré combattre des mecs forts, quitte à perdre, que de que d'affronter des mecs moins forts que moi entre guillemets, Mm. et pour gagner. Parce que vu que j'avais pas besoin de faire une carrière, j'avais pas l'idée ni l'envie, je voulais me tester. Donc plus tu te testes avec un mec fort, plus c'est réaliste, mieux c'est. Donc j'avais ce côté-là en fait déjà que tu vas combattre, c'est toi qui veux, donc te plains pas. Mm. Première chose. Deuxième chose, euh, ce côté stress, je l'avais pas tant que ça. J'en avais trois périodes de stress. On va dire la première période de stress, c'était au moment où tu dis ok, je prends le combat. Quand le manager il t'appelle et dit tu veux combattre, nanana, ok, je prends, on valide, tac. Je crois qu'à l'époque, tu signais rarement même des contrats. Maintenant, il leur envoie des contrats. À l'époque, tu les Mm. signais soit la veille ou soit tu signais pas. Mais donc là, tu as une petite montée d'adrénaline parce que tu te dis, ça y est, maintenant plus de machine arrière. Il faut aller à l'entraînement, il faut courir, Mm. il faut s'entraîner et puis il faut aller se battre. Premier stress. Deuxième stress, c'était le matin. En général, tu pars la veille. Enfin, à l'époque, tu partais la veille. Tu te pèses la veille Mm. et tu combats le lendemain. Et le matin du combat. Là, tu te réveilles le matin du combat. En général, tu es à l'hôtel ou comme ça. Et tu ouvres les yeux et tu dis, oh, qu'est-ce que je fais là? Et pourquoi? Ça, c'est tout le monde. Et pourquoi Mm. j'ai signé ce truc-là? J'aurais été mieux chez moi à jouer à la console. Ça dure 3 secondes, hein. Ouais. Ça dure 3 secondes, mais tu l'as au moment où tu te réveilles, tu dis, oh. Et ça, tu l'as même en jiu-jitsu, hein. Parce que tu as fait l'effort, tu plus chez toi, tu es à l'hôtel. Mm. Et, euh, et après, le troisième moment, alors ça, c'était pas vraiment du stress, mais un petit peu, c'est au moment où en fait, tu es à l'hôtel et on vient te chercher, on dit, allez, on y va, on part à l'arène, en fait. Mm. Et là, tu vas soit dans le bus, soit on prend la main en voiture, etc. Et en fait, là, c'est le moment où vraiment on y va, tu vois. Et donc là, tu commences à te mettre un peu dans ta bulle. Et c'est les trois moments vraiment marquants pour moi. Après, tu as le dernier moment marquant, c'est quand ta musique commence, quand tu vas rentrer dans la cage. Mais là, tu oublies tout. En fait, là, c'est vraiment le moment marquant, mais dans le bon sens. Parce que en fait, là, tu y es. Donc, en fait, là, t'as plus de stress, t'as plus de peur, t'as plus de rien, t'es tranquille. Et en fait, là, tu sais que maintenant, tu y vas et Mm. t'as juste à libérer. En fait, toi, c'est vraiment, là, je pense que pour moi, en tout cas, c'est vraiment le moment où tout ce que tu as fait avant, l'entraînement, la Mm. souffrance, le régime, etc., tu dis, ah, c'était pour ça, tu vois. Là, tu vas vraiment profiter du moment. Parce que là, t'as plus de stress, t'as plus d'appréhension, t'as plus rien, tu vois. Et donc voilà. Après, au niveau gestion des émotions, etc. Je dis, moi, j'ai pas trop eu, à part ces trois moments-là, j'ai pas trop eu d'émotions en fait. Bon, après, je suis assez froid moi de base, hein. Je suis Mm. assez froid pas impressionnable. J'essaie pas d'impressionner les autres non plus. Tu vois, Mm. j'y vais, je combats et je rentre chez moi. Euh, T'as un peu le truc aussi qu'il faut gérer, c'est la défaite. D'accord. Parce que quand tu vas combattre, tu te dis, même en jiu-jitsu, tu vas combattre, c'est un peu moins intense parce que c'est plus loisir, tu vois, il y a moins de danger. Mais tu as ce truc-là en jiu-jitsu, le plus gros stress, c'est de te dire, j'y vais, je perds au premier combat en 10 secondes. Parce que là, tu as fait tout ça pour rien, en fait. Tu te Mm. dis, donc c'est pour ça qu'en jiu-jitsu, le premier combat est toujours beaucoup plus dur. Beaucoup plus figé, beaucoup Mm. plus dur sur les bras, etc. Parce que c'est celui qu'il faut pas perdre. Pour moi comme pour mon adversaire, tu vois.
Et bon, si tu perds, t'es dégoûté. Bon, logiquement, ça dure 10 minutes, hein. Mais sauf si très frustré. Ça m'est arrivé une fois d'être très frustré, ça dure longtemps, mais sinon, ça dure 10 minutes, 15 minutes, t'es frustré, t'es dégoûté, puis après, ça passe. Et si tu gagnes, le deuxième combat, il est beaucoup plus délié, tu vois. Mais oui, vas-y, tu disais. Non, mais je dis, du coup, parce qu'en plus, je t'ai vu te préparer l'année dernière quand on était à Barcelone pour le Master Europe. Ouais. Du coup, oui, là, je te voyais dans le regard un peu plus figé, concentré, Ouais, bah après, focus. oui, après tu te mets dedans, hein. Ouais. Mais c'est ce que je te dis. En MMA, c'était au moment où on te dit, on part à l'arène. Mm. Tu vois, et là, en jiu-jitsu, en gros, c'est là où je change un peu, ce qui est normal, hein, parce Mm. que, en plus, en jiu-jitsu, où je passe ma journée à coacher tout le monde, à partir du moment où tu sais que tu vas commander dans 1 heure, je vais commencer à faire mon échauffement. Et donc, en fait, là, je commence à me mettre dans ma bulle. T'as remarqué, je me mets dans un coin. En général, je parle plus à personne. Souvent, je mets ma capuche, je commence à courir pour chauffer un petit peu le cœur, etc. Puis après, c'est parti, tu vois. Et là, en fait, là, je pense à moi, en fait. Là, je pense à moi et je me concentre sur moi-même. Et, euh, et en fait, là où moi, je pense que c'est mon bon côté, c'est qu'en fait, tu sais, c'est comme une potion magique qui monte en fait, tu vois. Là, tu te D'accord. mets, et même je le sens que mes muscles ils commencent à être plus vifs, tu vois, faut le focus, tu vois, je me mets vraiment dedans et euh, et tu switches un peu à ce moment-là, tu vois. Ok. Mais voilà. Ouais, ouais, non, après c'est vraiment j'ai pas eu trop ce truc d'avoir besoin de de me mettre dedans ou de c'est naturel en fait. C'est naturel mais par contre à l'inverse, en parlant de justement de mental etc. Pendant des années moi, la préparation mentale, j'y croyais pas. Mm. Dans le sens où, pour moi, c'est soit tu veux faire des combats, que ce soit en ce que tu veux, hein, mais bon, dans mon domaine, en MMA ou en jiu-jitsu, plutôt même en MMA, tu veux combattre, t'as le mental, tu vas combattre. Si t'as pas le mental, ne combat pas, parce que tu vas te forcer, et voilà, soit tu l'as dans toi, ou soit tu l'as pas. C'est comme moi, j'ai en moi le combat depuis toujours, mais pas le côté compétiteur. J'ai fait beaucoup de compétitions, mais dans ma tête, j'ai jamais un mental de compétiteur. Et du coup, ça m'est arrivé de faire des tournois, soit en karaté ou en jiu-jitsu, de faire des tournois où je fais 5, 6, 7 combats, où je gagne. Mm. Et à partir du moment où je suis en finale ou en demi-finale, à partir du moment en fait où j'ai une médaille assurée, je j'ai plus la niaque. Ça m'est arrivé plein de fois. En karaté, il y avait des repêchages, donc je ne Mm. voulais pas les repêchages, donc j'allais jusqu'en finale. En jiu-jitsu, il n'y a pas de repêchage, donc en demi-finale, tu as assuré ta place de 3. Mm. Et à partir du moment où j'ai assuré ma place dans les 3 premiers, j'ai plus la niaque. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je me dis, mon coach, il va être fier de moi. Mm. Personne peut dire que je suis mauvais parce que j'ai battu tous les gens avant et je suis dans le trio de tête. Et du coup, j'ai plus, le boulot est fait. Tu Mm. vois, donc j'ai plus cette truc d'aller absolument chercher l'or et compagnie. Mm. Et, et je me suis aperçu, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a peut-être 1 an ou 2, que, que l'aspect préparation mentale, ça peut servir aussi à ça, tu vois. C'est pas simplement j'ai peur, j'ai besoin qu'on me prépare pour avoir en gros les, les, Mm. les baloches d'y aller. Je sais pas si on peut dire ça Ouais. comme ça, tu vois, d'avoir les. Ouais. Je voulais pas dire le mot. Mais ça peut aussi faire être une aide pour optimiser quelque chose, tu vois. Et ça, moi, je m'en suis aperçu très très tard. Bon, maintenant c'est trop tard pour moi. Mm. Mais par contre, pour mes élèves, c'est un truc dont j'ai pris conscience. Alors D'accord. qu'à l'époque, je disais ouais, c'est bon, pas besoin. Tu t'entraînes sur le tapis, tu fais du physique, Mm. le mental, tu le fais dans la douleur, dans les combats, Mm. etc. Et au final, tu vois, c'est plus fin que ça. Ok. C'est plus fin que ça. Et justement, du coup, pour ces élèves que tu accompagnes, en MMA, par exemple, on parlait tout à l'heure de Thomas en pro, comment tu arrives à les aider pour qu'ils aient plus confiance en eux? Est-ce qu'il y a des moments où ils perdent de confiance et il faut que tu leur remettes, les Euh, mobilises? oui et non. Oui et non, parce que, alors oui, toujours, mais c'est pas si flagrant que ça. Mm. Parce qu'il y a un truc déjà qui est important, quand je les emmène en compétition, ce qu'il faut que je fasse le plus attention, c'est de ne pas leur transmettre mon stress, parce que c'est un truc c'est un truc très bizarre. Et je stresse 100 fois plus pour mes élèves. Mm. Mais vraiment, hein, je pense que je dois perdre 6 mois de vie à chaque fois qu'un élève combat. D'ailleurs, à tel point que des fois, j'y vais même pas quand Mm. c'est des amateurs, j'y vais pas tout le temps parce que ça me met dans un tel état parce qu'en fait, je le vis le combat. Je Mm. le vis parce que je sais ce que c'est et je le vis parce que j'ai peur qu'ils se fassent mal. Mm. Et je sais aussi de quoi ils sont capables. Et quand ils combattent, que je suis en train de coacher, je sais de quoi ils sont capables, je sais et j'ai pas je suis impuissant en fait un peu. Ouais. Donc ça me stresse énormément.
Donc ça, c'est la première chose, faut pas que je leur transmette le stress. Et après, pour eux, euh, il y a chacun sa façon de faire. Par exemple, Thomas, je vais l'appréhender d'une façon, parce que Mm. je sais que lui, c'est ça qui lui va. Et ça arrivait même quand débute son début de carrière. Des fois, par exemple, moi, je répétais beaucoup les choses. Je répétais les choses, en fait, pour lui ancrer dans la tête. Mm. Et lui, à un moment, il m'a dit, ça m'a marqué parce qu'il m'a dit un jour, il m'a dit, écoute, Isma, c'est bon, j'ai compris. Mm. Euh, Pas besoin de le dire plus, en gros. Mm. Tu l'as dit une fois, et lui, il est très, très carré, très métronome. Donc lui, tu lui dis une fois, il intègre, boum, pas de souci. Il y en a d'autres, il va falloir répéter beaucoup parce qu'ils vont être un peu à droite, à gauche ou un peu dans le stress, etc. Il va falloir le répéter. Par contre, certains, je leur répète beaucoup la même chose, beaucoup, beaucoup, beaucoup jusqu'au début du combat. Tu fais ça, Mm. tu fais ça, tu fais ça. Et donc ça, ça donne des points de, ça donne un cadre en fait, autant Mm. pour eux que pour moi. Donc en fait, chacun on va avoir sa petite routine avec un tel, avec un tel. Et après, il y a un autre truc important aussi, c'est que quand ils vont en combat, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand ils vont en combat, moi j'estime qu'ils ont la capacité de combattre. Comme je dis à chaque fois, vous n'avez pas forcément la capacité de gagner, parce que ça on ne sait pas, Mm. on saura après le combat. Vous êtes deux et les deux veulent gagner. Mais par contre, tu as la capacité, tu as la connaissance, tu as, la possibilité de t'exprimer dans la cage ou sur le tapis, ça dépend du sport, et d'en sortir en ayant lâché tout ce que tu as lâché, tu vois. Donc à partir de là, je ne te stresse pas, parce que si tu n'étais pas prêt pour y aller, je te dirais n'y va pas. Et je l'ai déjà dit à plein de combattants, je t'ai dit, il y en a Mm. même qui sont partis du club parce que je les ai pas autorisés à combattre. Mm. Bah à partir du moment où je te valide le fait d'aller combattre, pas de complexe. N'aie pas de complexe parce que ça va, t'as pas besoin. T'es prêt, tout est ok. Après, c'est arrivé aussi que j'en ai qui, malgré ça, ben ça, on contrôle pas tout, hein. Ils se Mm. font bouffer par le stress, ou l'effet tunnel, ou ils lâchent pas ce dont il est capable. Ça arrive aussi, hein. Mais globalement, le truc, c'est ça, c'est que une fois que si tu as confiance en moi, parce que je pense que mes combattants, ils ont confiance en moi, si tu as confiance en moi, tu peux y aller. Là, tu peux y aller les yeux fermés, en gros. D'accord. C'est comme si, par exemple, prépa physique, on a Gaël que tu connais, qui est le préparateur physique de Thomas, Mm. qui m'a préparé physiquement, moi aussi, à l'époque. Je crois que j'étais son premier combattant. C'est avec moi qu'il a fait la transition de prépa physique combattant. Ce qui était très bien avec lui, c'est que, ce qui est bien aussi avec Thomas, c'est que tout ce qui est prépa physique, on n'y pense pas. Mm. Tu vois, on lui met clé en main, et je sais que Thomas sait, et moi je sais que à ce niveau-là, il sera bon, tu vois. Donc, ça nous enlève un poids. Et moi, c'est pareil, tu vois. Si je te dis tu vas combattre, c'est que c'est bon, tu peux y aller. Sinon, je vais te dire non, lui, tu vas pas, tu vas attendre un petit peu. Ou ce qu'on m'attend là, je le sens pas. Tu vois, je vais pas mâcher mes mots, tu vois. D'accord. Quitte à des fois vexer, hein. Mm. Mais voilà, donc après, dans le combat, ça reste, on est là pour se faire plaisir, hein. Mine de rien, même, je prends l'exemple de Thomas, c'est le plus haut que j'ai en professionnel. Euh, et lui, les combats, ils ont une incidence sur sa carrière quand même. Mm. Mais comme on en a parlé un jour, il a perdu un combat. Et il était, et moi, je me suis posé là. Lui, il était pas bien parce qu'il se dit, est-ce que j'ai le niveau, est-ce que j'ai pas le niveau? Moi, je me posais la question, est-ce que j'aurais dû l'accepter celui-là? Est-ce que, parce qu'en fait, il était sur une victoire, deux victoires, je crois. Il voulait absolument combattre. Donc, son manager lui a trouvé un combat, tout ça, mais il l'a perdu. Et j'ai beaucoup réfléchi parce que je me suis posé la question. Il était sur deux victoires. À cause de moi, il a une défaite. Mm. À cause de moi, dans ma tête, hein. Mais est-ce que j'aurais dû refuser? Et après, en réfléchissant, non, parce que de un, il est là parce qu'il aime ça. Et là parce que tu aimes ça. Et de deux, contrairement à certains combattants, je sais que Thomas, quand il va avoir fini sa carrière, quand il va se retourner sur ce qu'il a fait, il pourrait être fier de lui, tu vois. Il aura des défaites, il aura des victoires. Comme je lui ai dit, hein, on en a parlé beaucoup juste après ce combat, justement. Son but, comme tout combattant de MMA, c'est d'aller à l'UFC. Mm. Si le destin fait qu'il doit aller à l'UFC, il ira à l'UFC. S'il doit pas aller à l'UFC, il ira pas. D'accord? Mais truquer les matchs, prendre des gens pas forts, calculer. Il faut un minimum, hein, quand tu as une Mm. carrière, contrairement à moi qui n'avais pas de carrière, je calculais rien. Maintenant, les jeunes, ils ont des carrières, il faut pas faire n'importe quoi. Ouais. Il faut prendre quelqu'un de logique, quelqu'un de cohérent, etc. Mais il faut pas être dans l'abus. Donc il y en a qui sont dans l'abus. Et je sais que Thomas, par exemple, je sais quand il va se retourner sur sa carrière, il pourra être fier de ce qu'il a fait. Que je sais pas, hein, on connaît pas l'avenir. Peut-être là, il est à Arès, qui est déjà Mm. un excellent niveau. Mais si ça se trouve, il va s'arrêter là. Si ça se trouve, il va monter encore. Si ça se trouve, dans sa vie, il va faire que, je sais pas, on sait pas mais par contre, il pourrait être fier de ce qu'il a fait. Ça, je pense que c'est hyper important. Ça veut dire qu'il aurait été sincère avec lui-même. Et moi, j'aurais Mm. été sincère avec lui. D'accord. Donc là, on a beaucoup parlé aussi de l'aspect mental. Donc, tu m'as dit que tu as déjà eu
des combattants ou des élèves qui ont eu l'effet tunnel ou l'effet ont été bouffés par le stress? Ouais, ça m'est arrivé. Quelquefois, ça arrivait, Ouais. pas souvent, mais ça arrivait, ouais. Parce que comment tu t'y prends à ce moment-là? Alors, en général, quand ça arrive, alors en Jiu-Jitsu, c'est pas très grave. Je parle beaucoup de MMA, on va Mmh. dire, parce que l'aspect mental, il est beaucoup plus important. Pas pour la performance, Mmh. mais pour les séquelles que ça peut laisser. Mmh. Comme je disais, le MMA, c'est vraiment un sport de contact, un sport dur. Le Jiu-Jitsu, comme je dis souvent ça aux élèves, tu fais 20 tournois de Jiu-Jitsu dans l'année, t'en perds 19, t'en gagnes un, on va te parler que de celui que t'as gagné. Mmh. En MMA, tu fais 20 combats dans l'année, ce qui est impossible, hein, mais t'en gagnes 19, t'en perds un, on va te parler que de celui que t'as perdu. Tu vois. Et puis après, il y a l'aspect aussi psychologique. Ça peut laisser des séquelles psychologiques, tu peux avoir mal après, tu peux avoir peur de la douleur, Mmh. tu peux te remettre en question sur ton niveau, etc. C'est différent. Mais en gros, quand ça arrive, l'effet tunnel, etc., mais c'est trop tard, hein, c'est dedans, hein. Donc là, tu essayes de donner, mais si tu n'écoutes pas, Mmh. là, c'est ce qui s'était passé. Alors, c'est un peu de ma faute, pour en toute honnêteté, euh, parce que c'est un élève que j'ai eu en MMA, qui était bon, qui se débrouillait bien, et qui avait fait du pied-point, pas mal de pied-point, etc. Mais moi, dans ma tête, je pensais qu'il avait. Alors, je pense qu'il y a eu un incompris entre moi et lui. Pour moi, il avait déjà fait des compétitions, etc. Sauf Mmh. que je me suis aperçu, ben, après, qu'il avait beaucoup fait, il s'était beaucoup entraîné, mais il n'avait jamais fait de compétition. D'accord. Donc, en fait, il y a eu une mésentente là-dessus. Quand on avait discuté, je pensais qu'il m'avait dit qu'il allait faire. Bon, bref. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est de ma faute. Et du coup, il y a eu l'occasion de faire un combat. Et je crois que c'est moi qui lui ai proposé. J'avais proposé à tout le monde qui serait chaud, etc. Lui, il était chaud. Donc, ok, donc on valide le combat. C'était en Quimpo à l'époque, c'est en France. Et on valide le combat, il se prépare, etc. Et tu vois, 15 jours avant l'événement, je voyais qu'il perdait ses moyens. Je dis, c'est bizarre, il est bon et il perd ses moyens. Du coup, on discute et tout. Et je lui dis, ça va pas, il y a un problème? Non, tout va bien et tout. J'ai dit, le stress, ce que je dis tout à l'heure, tu sais, je dis, Mmh. si je t'envoie, c'est que tu as les capacités. Donc, ne te stresse pas sur ton niveau, sinon tu ne serais pas. Si je te dis, vas-y, c'est que tu peux y aller. Oui, hein. Et au final, il s'est quand même, tu vois, il a quand même beaucoup stressé, mais je crois qu'il a beaucoup intériorisé. Mmh. Et, euh, et du coup, arrivé sur le combat, et puis il a pas du tout sorti tu vois, il a pas beaucoup du tout sorti ce qu'il était capable de faire. Il s'est pas exprimé. Et du coup, il est passé à côté du match, quoi. Il a fait des choses bien, hein. Il a failli soumettre l'adversaire 2 fois, je crois. Mais debout, tu vois, en fait, il était quoi, à 30% de ce qu'il peut faire. Donc, il a perdu. Et bon, pareil, hein, il n'y a pas eu de blessure, il n'y a pas eu de. Juste, il a été dominé techniquement. Ça, Mmh. il faut dire la vérité, il a été dominé techniquement, même s'il a eu deux ou trois coups d'éclat où il a failli finaliser sur un triangle, je crois. Un triangle, un juji. C'est pas loin de passer. Le mec en face, guerrier, voilà. Et donc du coup après qu'on a discuté, ben en fait tu vois, on a pris le temps de discuter et on a pris le temps de travailler sur ça à l'entraînement, de prendre le temps enfin, en gros qu'ils prennent confiance en lui, tu vois, qu'ils prennent vraiment confiance en lui et que le combat d'après il y aille vraiment en toute confiance quoi. D'accord. Et après il a fait deux trois autres combats, il est toujours amateur, hein, mais il a fait deux trois autres combats et voilà il a des défaites, des victoires. Je crois qu'il a fait deux tournois depuis. Premier tournoi, il fait une victoire et une défaite après. Pareil, le mec a été meilleur que lui. Il a fait une erreur, il se prend une guillotine, je crois. Pas de souci. Et le combat d'après, il a fait un MMA League. Il fait un combat où il gagne. Tu vois, donc doucement, prendre la maturité. Et après, il se blesse, il ne va plus faire la suite. Mais ce qui est important, tu vois, c'est que ce premier combat qui aurait pu être dangereux, enfin dangereux pour sa carrière, entre guillemets, qui aurait Mmh. pu avoir des répercussions. Et en prenant le temps, on passe par-dessus et puis on refait pas la même erreur. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. La compétition, c'est très bien pour ça. Tu fais Mmh. une erreur une fois, logiquement, tu la refais pas la fois d'après, quoi. T'as fait une nouvelle. D'accord. Et du coup, dans l'enseignement actuellement, là, quels sont tes projets futurs? Les choses. Comme je disais tout à l'heure, hein, j'ai pas Mmh. dans l'enseignement, c'est développer le club. Mmh. Donc là, cette année, on a mis une section MMA adolescent. Mmh. C'est la première année. Ça marche très bien. Euh, et je m'aperçois que les jeunes, tu vois, au début, les ados sont un peu pas trop sérieux, beaucoup de style, surtout en MMA, ils Mmh. arrivent, ils pensent que ça va être l'UFC tout de suite. Et au final, j'ai un super groupe. Vraiment, je suis très très content. Et j'espère ça, j'aimerais bien le développer un peu plus, tu vois. Enfin, un peu plus. Peut-être les sortir l'année prochaine ou Mmh. l'année d'après en compétition. On a le cours aussi enfant Jiu-Jitsu, géré par Jessie et Romain qui est très bien. Tu vois, mais c'est différent. Les enfants, ça va plus être dans le,
est moins technique, tu vois, ça va être Mm. plus dans l'appréhension du combat, l'appréhension des autres, travailler à deux, enfin, tu vois, c'est une autre chose. Après, niveau compétition, comme je t'ai dit, je suis pas fan de ça. Donc j'ai pas mal d'amateurs en ce moment. J'ai pas mal d'amateurs. J'ai Thomas en pro, j'ai que Thomas pour l'instant. Mais les amateurs, ils tournent pas mal. Ça, et ce qui est très bien, c'est ils font comment on dit, émulsion, tu vois, ils s'entraînent les uns les autres. Donc ça, c'est hyper. Alors ça, je suis très content par contre parce que tu vois, comme les ados, en fait, les ados sont venus, ils sont tous des copains, c'est souvent des copains, des copains, des Mm. copains. Donc, ben, ils se motivent les uns les autres. Et les petits pros que j'ai, enfin les petits amateurs, pardon, que j'ai chez les adultes, c'est pareil. Il y a quelques années, j'avais très peu de compétiteurs amateurs. Toi, Mm. j'avais trois, quatre qui tournaient entre eux, etc. Et là, plus ça va, plus ça, à tel point que faut que j'en calme certains, qui je voudrais venir et tout. Calme-toi, tu vois, fais Mm. déjà tes armes. Pour moi, le combat, il faut le mériter quand même. Il faut D'accord. le mériter, et puis il faut que tu me montres que tu vas pas juste pour après mettre sur Instagram, je suis combattant. Il y en a maintenant. Ouais. Mais l'un qui combat, il y a l'autre qui ah ouais, ils s'entraînent ensemble et puis après il va le motiver et puis tu vois et du coup j'ai un petit groupe maintenant en amateur, je vais en avoir 6-7, tu vois. Mm. 6-7 qui combattent plus ou peut-être même une dizaine, hein, qui combattent plus ou moins régulièrement, mais qui se motivent les uns les autres et qui des fois il y en a un qui va combattre et puis l'autre il le voit, il l'aide à se préparer et puis il dit ah ben du coup la fois d'après j'y vais aussi et moi je trouve ça c'est bien, tu vois, c'est vraiment un truc positif, ça, ils se tirent les uns sur un cercle vertueux, tu vois. Et donc ça le continuer. Bon, même si ça va me prendre des années de vie encore, parce que à chaque fois, je vais stresser comme pas possible. Mais tu vois, comme je disais tout à l'heure, ils ont envie, Mm. ben moi, je suis là pour eux. Tu vois, je vais pas moi tirer tout le monde. Je veux des compétiteurs, je veux des champions. Par contre, si j'en ai, ils ont envie, ben je suis là pour eux. Tu vois, je vais faire des créneaux en plus, je vais faire ce que je peux, en sachant que j'ai une vie aussi. Hein. Mais je vais faire ce que je peux, tu vois. Et après, pour l'instant en pro, j'ai que Thomas. Donc le but, c'est qu'il continue. Là, il sort d'une défaite, donc on va essayer de remonter le palmarès, de repartir. Là, il devait combattre dans 15 jours, 3 semaines. Mm. Ça a été repoussé. Il devrait combattre bientôt. Voilà, on se prépare. Voilà. Après, moi, c'est très réglé là-dessus. Tu vois, c'est le club. Ma vie, en gros, elle tourne autour du club. Et après, j'essaye vraiment de donner à chacun ce que je peux. Tu vois, comme j'ai la possibilité de m'investir pour les uns et pour les autres, mais j'essaie de m'investir pour chacun autant que je peux, quoi. D'accord. Est-ce que tu as encore des challenges personnels ou des défis que tu aimerais réaliser dans le monde des arts martiaux, des sports de combat? Alors, oui et non. Plus ça va, moins j'en ai parce que ben, plus le temps passe, en fait, plus tu changes un peu de mentalité. Tu vois, Mm. maintenant, avant, tu voulais vraiment être fort. Maintenant, j'ai ouais, 44 ans maintenant. Donc, tu Mm. sais, en fait, tu te lisses un peu. Tu te lisses un peu. Après, je suis toujours autant passionné, donc je m'entraîne toujours autant. Je tourne toujours en MMA avec les jeunes, même si j'ai des blessures partout. Il y a plein de choses. Tu vois, par exemple, il y a plein de choses que je pouvais faire avant que je peux plus faire maintenant. J'en suis conscient, je fais avec. Je sais que je serai moins performant, mais voilà, maintenant, personnellement, je m'amuse beaucoup. Mm. Euh, et après, en jiu-jitsu, je peux encore combattre. Donc là, je me fais plaisir. Mais bon, là, le problème maintenant, c'est les catés de poids. Parce que comme je suis pas un fan de régime, j'ai un peu de mal à être au poids. Et c'est pareil, tu vois, par exemple, autant, tu vois, au début, j'ai commencé ma carrière de jiu-jitsu à 70 kilos. Mm. Après, je suis monté à 76 kilos. En MMA, j'étais à 70, je passe à 66. Euh, mais là, même 76, ça me demande. En fait, c'est pas que je peux pas le faire, mais ça me demande un effort. Et je vois que j'ai changé parce que j'ai plus envie de souffrir entre guillemets pour faire un régime, etc. Et ça me prend la tête en fait. Ok. Tu vois, alors, souffrir en m'entraînant, par exemple, tu dis viens, on va courir, tout ça. Bon, j'aime pas ça. Hein. Et par exemple, le physique, je le fais avec les jeunes. Quand on fait le physique le samedi matin, Mm. je le fais. Quand il faut faire les sparring avec les jeunes, j'ai mal, hein, j'ai mal partout. En fait, quand je tourne, j'ai mal partout. Je le fais. En jiu-jitsu, je tourne, je vais faire 5, 6, 7 combats. En général, tu vois, aujourd'hui, on en a fait 4, 5, je crois, Mm. 4. Je les fais, il n'y a pas de problème. Là, ce soir, je vais me redonner un cours, je vais me rentraîner, je vais recombattre encore. Mais souffrir sur un truc qui me plaît pas, enfin, faire la muscu, hors de question. Faire un régime, il faudrait que je le fasse, tu vois. Faire du cardio, il faudrait que je le fasse. Parce que là, il y a Barcelone qui va arriver bientôt, le Mm. championnat d'Europe. J'aimerais bien le faire. Je suis inscrit. Je ne sais pas si je vais le faire parce que je ne sais pas si je serai au poids. Et je sais que si je monte à 82, ça va être très dur. Parce que c'est pas du tout ma caté, tu vois. Donc, des challenges, oui, ça serait de continuer, tu vois, à me tenir en forme, à les combattre, etc. Après, des challenges sportifs, non, j'en ai plus. Je n'ai jamais été un grand sportif dans l'âme. Mm.
Donc des challenges sportifs, aller être champion du monde, Master 3, ça va rien m'apporter, tu vois, ça va rien m'apporter. Par contre, aller, tu vois, par exemple, partir m'entraîner dans un autre club, ça oui. Faire venir des mecs en stage, ça oui, ça va être un truc intéressant, tu vois. Et plus dans l'échange maintenant que dans le résultat. D'accord. Parfait. Merci pour cette réponse. On va terminer sur 3 questions plutôt personnelles que je Ouais, pose ouais, ouais, ouais. à tous les invités. Si tu pouvais parler, du coup, Isma, à une version plus jeune de toi-même, Si qu'est-ce je que tu... pouvais parler à une Ouais, version plus jeune de moi-même, ouais, ouais. toi, par exemple, je sais pas, quand tu as peut-être 15, 20 ans, qu'est-ce que tu Ouais. pourrais lui dire avec tout ce que tu as appris depuis? Sportivement, sur le sport. Oui, sur le sport, sur la vie. Bon, sur la vie, je sais pas, ça serait trop long. La vie, je dirais confiance en toi. Parce que Mm, quand j'étais petit, j'étais très timide. J'étais très timide. Bon, ça a des raisons aussi, hein, mais j'étais très timide et j'avais très peu confiance en moi. C'est là que je te disais que mm, José m'a fait prendre conscience que j'étais bon. Mais sinon, d'un point de vue sportif, il y a deux choses que je surtout une. La première, c'est prends soin de toi. Parce que moi, j'ai mm. eu un gros problème, c'est mais à l'ancienne, hein, à l'époque, moi, je me suis flingué les poignets en faisant des pompes comme Jackie Chan par terre, tu vois, sur les poignets, D'accord. etc. Donc, en fait, je dirais prends soin de toi dans le sens où suivi kiné, suivi médical. Quand tu as des blessures, prends le temps de les soigner. Ce que je fais toujours pas d'ailleurs, mais bon, maintenant on s'en fiche un peu parce que j'ai plus d'objectifs Mm, sportifs. Mais vraiment, ça, le plus important, ça aurait été ça. Pas parce que j'aurais été meilleur forcément, parce que je pense que ça aurait pas changé, mais j'aurais été performant plus longtemps. mm. Tu vois, par exemple, j'aurais pu combattre un MMA plus longtemps. Là, j'ai arrêté un moment parce que ben, j'avais mal partout. Et pourtant, j'ai jamais pris de coups en MMA, en combat. J'ai très rarement eu de cocard. D'accord. J'en ai eu en karaté contact, j'en ai eu, parce que j'étais un peu bagarreur. Mais en MMA, comme j'étais très technique et vraiment, je travaillais le sol, je crois que j'ai jamais eu un cocard en MMA, ou très peu. Par contre, à l'entraînement, je me suis beaucoup blessé à l'entraînement. Et tu sais, une entorse, tu t'arrêtes pas, un doigt blessé, tu t'arrêtes pas, le cou, tu t'arrêtes pas. Mm. Puis avec le temps, ça c'est, tu vois, sur le moment, quand t'as 20, 25 ans, même 30 ans, c'est rien. Tu vas quand même. Et quand tu arrives à 35, 40 ans, ben ça revient. Donc ça, je ferai. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis maintenant aux jeunes. Maintenant, attention, négligez pas le suivi, la santé, quoi. Et la deuxième chose, alors je pense que je l'aurais pas fait, mais avec le recul maintenant, je pense que je me serais pas écouté. Mais peut-être ce côté optimisé en fait. Tu vois ce truc, c'est bien d'être guerrier, Mm. d'être combattant, tout ça c'est très bien. Mais par exemple, tu vas en compétition faire un championnat, mais c'est bien si tu arrives à être premier, c'est quand même bien. Tu vois, on y va tous pour être premier, mais ce petit truc qui fait que souvent j'ai été deuxième, parce que j'ai fait rarement des compétitions où j'ai pas ramené de médaille. Mm. Alors en MMA c'est différent, en MMA c'était des combats, c'était différent. Mais en compétition, j'ai rarement fait de compétition où j'ai pas ramené de médaille. Par contre, j'ai rarement fait des compétitions où j'étais médaille d'or. J'en ai eu quelques-unes, tu vois. Mm. Mais avec ce que je t'ai dit la dernière fois, tout à l'heure, là, ce côté, j'ai fait le boulot, c'est bon. Et travailler là-dessus, ça aurait peut-être permis d'avoir ce petit déclic aller chercher la première place, tu vois. D'accord. Donc je pense que c'est les deux trucs qui auraient pu changer entre guillemets dans ma carrière sportive. Après tout le reste, carrière ou pas carrière, je regrette rien du tout, c'est très bien. Techniquement, je pense que j'ai atteint un niveau et j'ai montré que j'ai un niveau qui est plus que correct, donc j'ai aucun remords là-dessus. Ce que j'ai fait, je suis très content parce que j'ai affronté des mecs forts. Voilà, donc j'ai pas de truc, ça, t'aurais pu faire ça, t'aurais pu faire ça, t'aurais pu aller plus loin. Oui, j'aurais pu aller plus loin, mais je m'en fiche en fait, parce que ce que j'ai fait, ça me convient tout à fait, quoi, tu vois. D'accord. Ok. Bon, voilà. Donc, tu diras à Isma plus jeune de prendre soin de lui et d'optimiser la performance Ouais, pour ouais, essayer ouais, ça, voilà. Prendre soin de lui pour l'avenir Mm. et optimiser un peu, aller chercher ce petit truc qui pourrait te permettre d'être plus performant. Ok. Quelle est la chose aujourd'hui qui t'apporte le plus de bonheur? Euh, peu importe quelle. Ben, hormis mon père, mais ça, on va pas parler de ça parce que Mm. c'est mon père, c'est mon héros, donc. Mm. Sinon, il y a deux choses. Le jiu-jitsu et le MMA, Mm. l'entraînement. Parce que c'est une drogue. Moi, je peux pas m'en passer. Je pense que je serais pas bien, hein. Si je pouvais plus m'entraîner demain, j'aurais des problèmes. Donc, je pense ça. Et après, les animaux. Parce que moi, j'aime beaucoup les animaux. Mm. Et en fait, ma vie, elle est très quand même centrée autour de l'entraînement. Et quand je sors de l'entraînement, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, en fait, je m'occupe de mes animaux. C'est ce que je fais tu vois, c'est vraiment un truc, je les dresse, Mm. c'est très, alors je suis assez solitaire comme garçon quand même. C'est pas forcément bien, mais je suis comme ça.
Et du coup, quand je sors de l'entraînement, déjà, je suis souvent décalé. Je sors pas trop boire des verres avec des copains, tout ça. Je vais au cinéma des fois, tout. Mais je suis pas trop soirée et tout. Et vraiment, les deux choses que je fais le plus dans ma vie, c'est m'entraîner et m'occuper de mes animaux. Ok. Euh, Quelle personnalité sportive ou n'importe quelle personne tu me conseillerais d'inviter pour ce podcast? D'inviter pour le podcast. Ouais. Voilà. Euh, alors, un à qui je pense tout de suite, parce que c'est mon élève, c'est Anthony. Oui. Parce qu'Anthony, il a quand même un sacré. Alors lui, si tu veux parler de compétiteur, lui, il y en a plein. Hein. J'ai des compétiteurs, j'en ai eu beaucoup, etc. Mais lui, je pense que c'est le compétiteur par excellence, parce qu'il est hyper fort. Même si, si regarde le podcast, je sais qu'il aurait pu faire mieux enfin, il a pas fini sa carrière, hein, mais je sais qu'il aurait pu être dans les meilleurs mondiaux et que la vie fait que, tu sais, il a sa salle aussi, etc. Et il a sa vie à gérer, etc. C'est compliqué de penser qu'à lui, tu vois. S'il était parti, imaginons aux États-Unis ou au Brésil, s'entraîner en pensant qu'à lui, je pense qu'il aurait pu vraiment, tu vois, être dans les mecs que tu vois à la télé, dont tout le monde parle, etc. Mais bon, il a une vie, il vient de France, il vient pas de voilà et bon, mais ça n'empêche qu'il est quand même très fort. Enfin, pour moi, c'est le meilleur grappleur français, pas européen parce qu'il y a des mecs qui sont très spécifiques et qui l'embêtent sur des points très spécifiques, mais il fait partie des meilleurs. Il a un palmarès long comme le bras. Et même malgré ce que j'ai dit sur le top qu'il aurait pu atteindre, il a quand même été troisième il était champion du monde UWW, fédé de lutte. Il a été troisième médaille de bronze au championnat du monde IBJJF. Hein. Voilà, la seule chose pour moi qui lui manque, c'est une participation, parce qu'une victoire, ça serait magnifique, mais déjà une participation à la DCC, ça serait énorme. Mais voilà, lui, c'est vraiment le compétiteur par excellence. Et un truc que j'aime beaucoup chez lui, c'est que c'est pas un rageux. C'est un suractif, lui, il est hyperactif. Mais c'est pas un rageux dans le sens où je l'ai vu perdre des compétitions et ça m'est arrivé de le voir perdre vraiment. Hein. D'habitude, tu combats, tu perds, c'est serré. Non, mais je l'ai vu déjà être dominé. Et même moi, le premier, quand il sort de la truc, je me dis, ah, le pauvre, il va pas bien, etc. Puis je le vois, je le retrouve 5 minutes après, il est assis en train de regarder son combat déjà, en train de manger un açaï. Et il me dit, ouais, regarde, j'ai fait une erreur là, puis il passe à autre chose. Et moi, c'est un truc que je trouve très très bien chez lui. C'est que, je dirais pas qu'il a pas d'ego, parce qu'il a un gros ego, comme tous les champions. Mais la défaite, ça va pas l'arrêter du tout, tu vois. Il y a pas, non, c'est pas grave. Donc franchement, et puis là, voilà, sportivement parlant, il a beaucoup de choses il a été dans l'équipe de France de lutte, enfin de lutte, de grappling, fait des luttes, équipe de France Newaza. Je sais pas ce qu'il a fait encore. Enfin, il a fait, enfin, en grappling, jiu-jitsu, il n'y a pas beaucoup en France qui ont un tel vécu et palmarès. Donc je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire Bah, bon, là-dessus. Et lui, c'est un gros mental. Et autant moi, je suis pas un compétiteur, autant lui, c'est un gros mental. Ok, bon, bah, c'est noté. J'essaierai du coup Après, j'en ai d'autres à te dire, mais je pense que le premier qui m'est venu, c'est lui. Et bon, on l'a déjà dit au départ, mais où on peut pour les personnes qui nous écoutent, où on peut te retrouver, te suivre? Sur quoi? Suivre Instagram, Mm. ISMMA Bordeaux, c'est là la caméra, ISMMA Bordeaux, il faut me suivre sur Instagram et c'est là que je mets tous les trucs concernant le club et les cours, etc. Après, il y a Facebook aussi, mais bon, c'est pour les vieux, Facebook. ISMMA Bordeaux aussi. Après, à Saint-Médard-en-Jalles, hein, j'ai un site aussi, ismaelpadavia-mma-jjb.com. Là, il y a tout pareil pour s'inscrire, pour faire voilà. Et puis sinon, faut venir au club, Saint-Médard-en-Jalles. Le club, il est ouvert toute l'année. Loisirs, compétiteurs, professionnels, on est ouvert pour tout le monde. Comme j'ai dit, en sachant qu'il faut rester à sa place. Si t'es loisir, va pas faire compétiteur. Si t'es compétiteur, va pas faire pro. Si t'es pro, ben, aide les autres. Mais voilà, c'est ouvert pour tout le monde. Jiu-jitsu, MMA. Maintenant, je fais plus que ça. Et puis voilà, hein, pour me retrouver, je crois que c'est le meilleur endroit, c'est à la salle. Ok, parfait. Écoutez, merci à tous d'avoir écouté cet épisode avec Ismaël. Et on se retrouve plus tard pour un nouvel épisode. Merci à tous. Merci à toi de m'avoir invité. Et merci à toi aussi. Et puis j'espère que ça aura plu à tout le monde. À plus tard. Au revoir.